Bonjour à toutes et à tous. Alors juste une petite précision, même si nous travaillons très bien avec le CREPS, je suis plutôt professeur à l'université et je dirige un laboratoire qui s'appelle MOVE. C'est un acronyme qui signifie mobilité, vieillissement et exercice. Donc de façon générale, on a une approche qui va de la médaille au patient. On essaye de développer des innovations chez les athlètes de haut niveau, ce que je vais vous présenter maintenant, pour ensuite, dans un second temps, vérifier leur capacité à être transférées ou utilisées avec des patients ou avec des personnes de niveau d'autonomie très différents. Alors, avant de vous présenter ce que l'on a développé dans le cadre des Jeux Olympiques, notamment avec l'équipe de France de natation, mais aussi certains athlètes donc de l'athlétisme, j'aimerais tout d'abord vraiment remercier très sincèrement la FNADEPA pour cette invitation. Je dois avouer que c'est une sollicitation qui n'est pas fréquente et lors de notre premier contact, j'ai vraiment été enchanté de cette opportunité finalement qui m'était proposée de ce temps d'échange avec vous. Donc vraiment merci beaucoup. Alors je cherche la petite zapette pour passer les diapos. Ah, elle est là. Merci. J'avais pas mis. Merci. Donc, l'objectif, finalement, ça va être de vous présenter ce que l'on a développé, comme je vous disais, avec l'équipe de France de natation, et puis voir en quoi ces outils et la démarche générale est tout à fait applicable également avec les personnes que vous accompagnez au quotidien dans vos établissements. Alors, dans un premier temps, déjà, quand c'est un projet que je vais vous présenter qui a débuté il y a 4 ans, au tout début, comment s'est posée la réflexion ? Et de façon générale, pour ce projet, comme tous les projets scientifiques que l'on développe, on part d'un modèle. Un modèle, c'est tout simplement une représentation simplifiée, voire très simplifiée, des fois, de la réalité qui nous permet de poser nos hypothèses de travail. Et le modèle que l'on a utilisé dans ce cas-là, on le doit à un collègue canadien, Eric Bannister. Il l'a développé dans les années 70, puis il l'a amélioré petit à petit. Et d'après ce modèle, chaque entraînement va permettre aux sportifs de jouer sur 2 dimensions. D'abord, ça va augmenter le niveau de fatigue. Et cette fatigue va être l'élément déclencheur d'un certain nombre d'adaptations physiologiques, neuromusculaires, etc., qui vont permettre d'améliorer le niveau de condition physique. Et d'après ce modèle, qui est avant tout un modèle mathématique, la performance de ces athlètes, mais on pourrait le généraliser à la performance ou au niveau d'autonomie ou à la capacité de se déplacer des personnes que vous accompagnez, cette performance, elle est proportionnelle à la différence entre ces 2 dimensions. Si je m'entraîne beaucoup, j'ai un niveau de fatigue élevé, donc je vais avoir un niveau de condition physique élevé, mais la différence entre les deux est faible, c'est pas là que je vais être le plus performant. Donc on voit que tout l'enjeu pour les entraîneurs, les athlètes, ça va être d'identifier les modalités qui vont permettre de diminuer au maximum ce niveau de fatigue sans modifier le niveau de condition physique. Et c'est dans ce contexte qu'on pourra bénéficier vraiment de tout notre potentiel pour performer. Alors, la plupart du temps, la variable que l'on manipule, c'est tout simplement la dose d'activité physique. Et au cours des 2 dernières semaines, c'est une période un peu particulière pour ces athlètes, c'est ce qu'on appelle l'affûtage. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tous les cas, c'est celui qui est utilisé. Et cette période, elle consiste tout simplement à diminuer la dose d'activité physique, la dose d'entraînement, pour effacer justement la fatigue cumulée au cours des semaines et des mois qui précèdent. Il y a un certain nombre d'années, nous avons publié une étude, ce qu'on appelle une méta-analyse, qui consiste tout simplement à identifier dans la littérature scientifique tout ce qui a été fait, publié sur un thème donné. Et puis, imaginons, au lieu d'avoir, par exemple, 20 études qui chacune a 50 participants, c'est comme si on en avait une seule avec 50 fois 20, donc 1000 participants. Et donc, le poids de la preuve est beaucoup plus important. Et dans cette méta-analyse, on montrait tout simplement que la diminution optimale de cette dose d'entraînement, c'était de diviser par 2 la quantité d'entraînement, tout simplement, pendant une période de 2 semaines, tout en maintenant l'intensité des séances d'entraînement, ainsi que le nombre de séances dans la semaine. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que là, c'est vraiment une orientation sportive. Et tout ça pour quel gain de performance ? Vous voyez, en moyenne, c'est 2%. 2% comme ça peut vous paraître très peu, mais considérant que c'est un pourcentage qui est calculé chez des athlètes de haut, voire de très haut niveau,
c'est une différence qui est majeure. Là, j'ai mis sur cette diapositive Alain Bernard. Il faut savoir qu'Alain Bernard, lorsqu'il gagne son titre olympique, eh bien, la différence qu'il y a avec le second, c'est 0,4%. Et la différence qu'il y a avec les deux troisièmes, eh bien, c'est 0,9%. Donc, vous voyez qu'à très haut niveau, eh bien, une différence infime de performance peut avoir un impact majeur sur la carrière d'un individu. Ce que l'on a montré aussi dans cette étude, c'est que finalement, il y avait une grande variabilité entre les individus. Pour certains, ça fonctionne très bien, pour d'autres, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces différences entre les sportifs? Eh bien, on se retourne vers notre modèle théorique qui nous dit tout simplement que l'enjeu de ces 2 dernières semaines, c'est de trouver le juste compromis entre le niveau de fatigue accumulé et le niveau de condition physique. Donc, un certain nombre de travaux ont clairement montré que, effectivement, si on applique la même dose pour tout le monde, mais qu'il y a des niveaux de fatigue cumulés qui sont différents, eh bien, ça ne sera pas efficace chez celles et ceux qui ont un niveau de fatigue bien plus important que les autres. Donc, la clé, c'est vraiment d'individualiser. Et d'individualiser par rapport à quoi? Par rapport au niveau de fatigue cumulé. C'est vrai chez les athlètes de très haut niveau, c'est vrai chez n'importe quelle personne. Alors, voilà finalement ce qui nous a mené au programme de recherche d'idées, qui est un programme financé donc, par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre des Jeux olympiques. C'est un programme qui a débuté en 2000. Et donc on arrive bien sûr là dans les dernières semaines de ce projet de recherche, où l'objectif, c'était d'optimiser les 2 à 3 dernières semaines des nageurs et nageuses de l'équipe de France pour qu'ils essayent de ramener finalement le maximum de médailles ou qu'ils arrivent avec le meilleur de leur potentiel. Donc c'est un consortium national qui est constitué de différents acteurs, l'INSEP, l'armée notamment, l'Institut de recherche biomédicale des armées, le CNRS, l'Université de Poitiers qui pilote ce programme et d'autres acteurs. À partir de ce que je vous ai dit, quel est l'objectif finalement de ce programme de recherche donc de 4 ans? Eh bien, vous voyez que si on veut accompagner les entraîneurs, les athlètes, l'enjeu dans un premier temps, c'est de développer des outils qui vont nous permettre d'estimer le niveau de fatigue, puisque c'est à partir de là que l'on va pouvoir individualiser la démarche. Une fois qu'on a développé cet outil, la seconde étape, ça va être d'optimiser toutes les techniques de diminution de niveau de fatigue. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de la dose, ce qu'on appelle l'affûtage, parce que c'est le plus utilisé, mais on peut utiliser également des méthodes de récupération accélérée. C'est ce que l'on a testé. Donc nous, on utilise beaucoup les méthodes qui ont un impact sur la qualité et la quantité du sommeil. Donc ça doit vous parler, puisque bien sûr, il y a un effet de l'âge sur les caractéristiques de notre sommeil. Donc on a identifié soit des cycles d'éducation qui s'apparentent à des cycles d'éducation thérapeutique du patient, assez classiques, mais à destination des athlètes. On utilise des matelas thermorégulants, on utilise la cryostimulation ou l'immersion en eau froide ou le jacuzzi. Bref, on pourrait revenir si vous le souhaitez, un certain nombre d'interventions qui vont vraiment jouer sur la qualité et la quantité de sommeil, notamment sur la première phase de la nuit, qui est vraiment la phase au cours de laquelle votre corps va s'adapter d'un point de vue physiologique et va récupérer. Donc la deuxième étape, ça a été d'optimiser tous les protocoles pour faire des recommandations vraiment qui s'appuient sur des données scientifiques. Ensuite, la troisième étape, ça a été d'accompagner les athlètes, les entraîneurs, pour qu'ils adoptent de nouveaux comportements. C'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les patients d'adopter de nouveaux comportements, c'est également très compliqué pour les athlètes de haut niveau. C'est compliqué pour tout le monde en fait. Et chez les athlètes de haut niveau, il faut s'imaginer que ces 2 à 3 dernières semaines, c'est une période qui est hyper anxiogène, puisqu'ils ont consacré plusieurs années à arriver à cette étape, et ils ont développé par essai-erreur des stratégies de préparation terminale qui peuvent être efficaces, que l'on peut éventuellement améliorer, mais on comprend que dans ce contexte d'anxiété, ils vont être très résistants au fait d'éventuellement apporter des modifications. C'est pour ça que c'est un projet de 4 ans, c'est vraiment un travail à longue haleine qu'il faut continuer pour encore être un peu plus efficace, mais donc toute cette phase d'accompagnement au changement de comportement, de prise en compte des motivations, des croyances, des représentations, ça a été un élément très important de ce projet. Donc voilà finalement ce que l'on a mis en place, et j'insiste pas trop encore, mais vous voyez déjà les liens
qui peuvent s'établir assez naturellement avec les personnes que vous accompagnez. Alors, très concrètement et de façon assez rapide, puisque je dirais c'est presque anecdotique, là vous avez à l'écran l'outil que l'on a développé pour estimer le niveau de fatigue. Je pourrais revenir si vous le souhaitez, mais j'ai bien entendu lors des propos introductifs les mentions qui ont été faites aux ressources financières et humaines éventuellement dont vous bénéficiez. C'est exactement la même chose dans le sport, même dans le sport de haut niveau. Donc une des clés quand on développe ce type d'outils, c'est l'accessibilité, la faisabilité et le rapport coût-bénéfice. Donc on est devenu assez bon finalement, comme vous, pour développer des modèles efficients qui reposent sur peu de ressources financières et puis essayer de mobiliser au minimum les ressources humaines. Donc on a finalement un certain nombre de points communs. Donc ici, tout simplement, c'est un modèle à gauche, vous voyez, c'est sous forme d'odomètre. En haut, vous avez le niveau de fatigue général et puis ensuite les éléments qui nous permettent de catégoriser ce niveau de fatigue. Et vous voyez qu'on s'appuie à la fois sur le profil de sommeil, le profil psychologique, le profil cardiaque, le profil neuromusculaire. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est une démarche qui nécessite très peu de temps pour les athlètes et qui est programmée à certains moments. On ne les embête pas au quotidien, mais juste à des phases vraiment très précises. Donc si vous le souhaitez, je pourrais vous donner un peu plus d'exemples. Donc cette première page, elle a été conçue avec les entraîneurs, parce que c'est sûr que nous, si on arrive avec nos outils qui nous parlent, ça ne sera pas forcément les outils les plus simples pour eux. Donc on est parti de la façon dont ils voulaient que ce soit présenté. Et puis ensuite, s'ils le souhaitent, ils ont les annexes qui expliquent, donc c'est ce que vous avez à droite, qui expliquent pourquoi on a ce code couleur. À partir de là, on a testé, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de méthodes qui vont jouer spécifiquement sur le sommeil des athlètes, en faisant le pari, mais c'est un pari qui repose quand même sur une littérature scientifique assez importante, que c'est en jouant sur le sommeil que l'on allait accélérer tous les processus de récupération naturelle. Donc, on a testé, comme je vous l'ai dit, la cryostimulation, le chaud, le froid, l'éducation, des matelas thermorégulants, etc., pour optimiser les modalités d'utilisation auprès de ces athlètes. Et ils ont testé, ces athlètes, ces différentes méthodes à différents moments au cours de cette période de 4 ans. Et puis, là, vous avez une illustration de la façon dont on fonctionne, qui est assez simple. Ici, vous avez à gauche donc un rappel finalement de l'outil que l'on a développé pour estimer le niveau de fatigue, et puis ensuite une sorte d'algorithme de base qui est très simple. On a différents profils, ça peut être vert, orange ou rouge, en fonction du niveau de fatigue cumulé. Ce niveau de fatigue cumulé peut être associé ou non à des problématiques de sommeil. Et dans ces cas-là, vous voyez, nos deux leviers, c'est de jouer soit sur la dose d'entraînement, comme vous pouvez jouer sur la dose d'activité physique des personnes, et puis sur l'utilisation ou non, et à des niveaux variables, des méthodes qui vont avoir un impact sur le sommeil. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que finalement, en fonction de notre évaluation de niveau de fatigue, des causes de cette fatigue et des deux leviers que l'on peut manipuler, on va pouvoir individualiser les recommandations. La dernière étape, c'est de l'intégrer aux routines. C'est l'étape la plus compliquée, vous l'imaginez bien, parce qu'on fait face à des sportifs de haut niveau qui déjà sont maîtres de leur carrière. C'est eux qui décident. En premier lieu, certes, l'entraîneur a un rôle très important, mais c'est quand même eux qui sont responsables de leur carrière. Et ils peuvent avoir un certain nombre de représentations, avérées ou non. Et nous, on n'est pas là pour les perturber, on est là pour les accompagner dans leur projet de performance. Donc, on écoute leurs représentations, éventuellement on leur donne quelques arguments pour dire ça ne se passe peut-être pas tout à fait comme ça, mais au final, on respecte ces représentations et à partir de là, on leur explique finalement sur quoi on peut jouer et on construit avec eux la stratégie globale. Et cette stratégie, ils ont pu la tester depuis 2022 avant les grands événements internationaux, championnat d'Europe à Rome, championnat du monde à Fukuoka, championnat d'Europe à Bucarest. Et puis là, donc on les a accompagnés pour les championnats de France élite qui étaient la semaine dernière, qui étaient qualificatifs pour les Jeux. On a beaucoup parlé de Léon Marchand, de Maxime Grousset, de Florent Manodou. Et au final, vous voyez, c'est anecdotique parce que nous, notre rôle dans ces médailles, il est vraiment minime. C'est d'abord les entraîneurs
et le cadre qu'ils ont su créer autour des athlètes, qui en est la principale cause. Mais vous voyez qu'on a accompagné quand même un certain nombre de médaillés, de champions d'Europe et de champions du monde, notamment avec Maxime Grousset. Donc, voilà finalement ce que l'on a développé pour les athlètes. J'espère que vous avez compris à peu près la logique et que la clé, finalement, c'est l'individualisation au quotidien. Qu'il n'y a pas de recette comme ça qui va marcher pour tout le monde. Après, quel lien on peut faire avec l'activité physique que l'on appelle à visée thérapeutique ou pour la santé? Alors déjà, ce sont deux notions qui sont associées depuis longtemps, puisque Platon déjà déclarait, vous voyez, chez l'homme, le manque d'activité physique détruit la bonne condition, alors que le mouvement et l'exercice physique méthodique la préservent. Donc je dirais, c'est juste du bon sens, quelque part. Mais ce bon sens, on l'a perdu progressivement au début du XXe siècle, avec l'urbanisation de la société, avec la tertiarisation de la société. Et on l'a perdu au point que, dans les années 40, les recommandations lorsqu'on faisait un infarctus du myocarde, c'était de rester alité pendant plus de 8 semaines, puisque c'était le délai nécessaire pour cicatriser, pour que le myocarde cicatrise. Pardon. Donc vous voyez qu'on est même allé à l'extrémité inverse, qui était que l'activité physique était considérée comme un facteur de risque majeur, puisqu'on proposait aux personnes de rester alitées et de ne pas bouger. Bon, c'est ce que nous disait la science à cette époque. Heureusement, ces personnes, dont Paul White, qui était un cardiologue très connu, l'auteur de cet article, lui-même a évolué. C'était le médecin de Dwight Eisenhower. Quand Eisenhower s'est présenté aux élections américaines, il a fait un événement cardiaque peu de temps avant. Et finalement, la principale recommandation que lui a fait Paul White, donc on est quelques décennies après cet article, c'était qu'il n'avait pas le choix. S'il voulait être président, il fallait qu'il fasse de l'activité physique. Donc on a eu une bascule, finalement, un retour au bon sens, au milieu du XXe siècle, début des années 50, avec une étude qui a été réalisée en Angleterre, avec les chauffeurs de bus londoniens et les contrôleurs de bus. Donc les chauffeurs étaient sédentaires et inactifs, les contrôleurs étaient non sédentaires, debout, et actifs. Et au final, cette étude avait pu montrer que, quelle que soit la catégorie d'âge, le risque d'infarctus du myocarde et de mortalité prématurée était 2 fois plus important chez les chauffeurs par rapport aux contrôleurs. À partir de là, un grand nombre d'études a été publié. Vous voyez, je les ai classées par décennie. On voit une augmentation exponentielle. On est passé de 13 dans les années 40 à plus de 130 000 sur la dernière décennie, fin 2010-2019. Et tout cela a fait que le niveau de preuve sur l'efficacité de l'activité physique à visée thérapeutique, que ce soit pour les maladies chroniques ou pour maintenir son niveau d'autonomie, notamment chez les personnes très âgées, ce niveau de preuve maintenant est très important, au point qu'on parle d'activité physique vraiment à visée thérapeutique. Il ne vous aura pas échappé que le Code du sport a été modifié pour permettre aux médecins de prescrire cette thérapie non médicamenteuse. Et l'OMS a publié une mise à jour de ses recommandations tout récemment, je ne sais plus, 2020, c'est écrit, qui donne une place, encore une fois, très importante à l'activité physique, quel que soit l'âge, de l'enfance jusqu'à un âge très avancé. C'est relayé par l'ANSES et de façon générale, il faut bien garder à l'esprit que toutes ces recommandations s'appuient sur un grand nombre d'études qui montrent effectivement que quels que soient les systèmes respiratoires, métaboliques, cardiovasculaires, cérébrovasculaires, on a des bénéfices effectivement qui sont importants à très importants, quelle que soit l'activité physique que l'on réalise. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, l'idée, c'est de faire le lien entre ce que l'on a développé chez les athlètes et comment ça peut être utile auprès des personnes qui sont en perte d'autonomie. Je vais plutôt insister sur la prise en charge, finalement, de ces personnes. Que l'on utilise, donc que l'on soit avec des patients ou des athlètes de haut niveau, finalement, le modèle de prise en charge, c'est plus ou moins le même. Chez les athlètes, on va identifier les facteurs qui sous-tendent la performance pour les optimiser, alors que chez les patients, on va identifier les cibles thérapeutiques associées à leur maladie pour identifier ou utiliser les modalités d'activité physique qui vont avoir la plus grande efficacité sur ces cibles thérapeutiques. À partir de là, vous voyez, c'est assez classique, on détermine les objectifs, les méthodes que l'on va utiliser, les types d'exercices que l'on va utiliser, et tout ça va constituer ce que l'on appelle la dose ou la charge externe. Et souvent, on s'arrête là.
Une fois qu'on a la dose, eh bien après, c'est la même chose pour tout le monde. On va éventuellement individualiser par rapport au niveau de conditions physiques, donc en termes d'intensité, mais c'est tout. Or, ce que nous montre très clairement le sport de haut et de très haut niveau, c'est que l'important, ça n'est pas cette dose. J'essaie de retrouver la... Voilà. Ce n'est pas la dose, c'est la façon dont on s'adapte à cette dose. Et c'est ce qu'on appelle la charge interne. Et cette adaptation, donc il peut s'agir d'adaptation aiguë, donc juste quand on fait l'exercice, ou chronique, donc les adaptations cumulées qui vont rester, ces adaptations, elles sont très individuelles. On va tous s'adapter différemment et on voit qu'on doit les prendre en compte pour refaire tourner notre modèle et individualiser à chaque fois. Or, ça, malgré tout, même si vous voyez que c'est du bon sens, quelque part, ça n'est pas encore ce qui est mis en place, loin de là. C'est vrai en sport, c'est vrai chez les personnes qui souffrent de maladies chroniques, c'est vrai pour les personnes vieillissantes qui éventuellement sont en train de perdre leur autonomie. Le plus important, c'est à la façon dont on s'adapte, et cette adaptation est très individuelle. Beaucoup de travaux chez les patients, notamment, qui souffrent de maladies chroniques, montrent que chez certains, le plus efficace, ça va être les exercices continus, à faible intensité, d'autres des exercices intermittents, à haute intensité, d'autres du renforcement musculaire, d'autres des activités individuelles, d'autres des activités en groupe, éventuellement avec des plus jeunes, pour créer du lien intergénérationnel, ce qui va les motiver beaucoup plus à bouger, etc. Donc on se rend compte qu'en fait, vous voyez, ça peut être très différent, et comme chez les athlètes, la clé, c'est de réussir à créer un environnement qui va permettre d'individualiser et d'adapter aux caractéristiques des personnes. Des programmes comme d'idées, justement, ils sont là pour outiller, et vous voyez que tous les outils, toutes les démarches que l'on a développées, ils sont tout à fait adaptables à ces populations, au point qu'actuellement, on est en train de les utiliser dans un programme en oncogériatrie, donc chez des personnes qui souffrent d'un cancer et qui sont âgées. On les adapte également, notamment pour les personnes, il y avait une question tout à l'heure sur la transition vers la retraite et le fait d'arriver à la retraite avec un niveau d'autonomie satisfaisant et une capacité de motricité, de mobilité satisfaisante, etc. Pour terminer, parce que j'aimerais pas tomber dans la trappe, même si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande l'attraction des lapins crétins. C'est vraiment, elle est très marrante et on a envie d'y retourner parce qu'elle est assez courte, mais ça vaut la peine. Donc pour terminer, c'est ma dernière diapo. Puisqu'on est dans la Vienne, je voulais en profiter pour vous indiquer également 2 innovations et 2 structures avec qui on partage l'ensemble de ces valeurs sur l'individualisation, avec lesquelles on travaille beaucoup. La première, c'est Ressentez-vous, et j'ai vu dans le programme que Guy, le charpentier, qui est l'un des 2 directeurs de cette structure, va intervenir. C'est une structure très inspirante, donc c'est lui qui la présentera. Mais néanmoins, vous voyez, ils ont organisé à plusieurs reprises des Jeux Olympiques, finalement, inter-EHPAD. C'est à chaque fois, on a eu la chance à un moment à l'université d'accueillir une des éditions. C'est incroyable ce qu'ils réussissent à mettre en place et ça revient, c'est une mise en application finalement de ce que j'ai présenté juste avant. Un autre acteur du territoire, mais qui prend une ampleur nationale également, c'est Silvergeek, qui va utiliser le jeu vidéo chez les personnes qui sont des résidents en EHPAD. Et plusieurs des études qu'on a publiées, qu'on a réalisées, qu'on a publiées au laboratoire, montrent très clairement que certes l'activité physique c'est très important, comme je le disais, mais quand elle est combinée à des activités cognitives qui ciblent le cortex préfrontal et un certain nombre de types de fonctions, qu'on appelle les fonctions exécutives, mais on va retrouver par exemple la mémoire, l'inhibition, des choses comme cela, eh bien quand on fait les 2 combinés, c'est plus efficace pour le cerveau que lorsqu'on les fait de façon séparée. Il y a bien sûr de multiples façons de faire de l'activité physique combinée à des activités cognitives. Quand on est autonome, la danse, c'est une très bonne activité physique qui combine les 2, mais tout le monde ne peut pas faire de la danse. Eh bien, dans ces cas-là, le jeu vidéo, c'est une intervention qui est très efficace, qui permet de limiter aussi la fracture numérique, qui permet de créer du lien intergénérationnel, puisque Silvergeek, en fait intervenir des services civiques
pour accompagner les personnes, les préparer. Et on a réalisé un certain nombre de travaux avec le CHU notamment, et l'EHPAD du CHU qui était à Lusignan, qui montre qu'il y a un niveau d'adhésion qui est très important des résidents. Donc, vous voyez que ce qui est développé chez les athlètes de haut niveau, eh bien, ça peut être adapté, ça apporte des outils, finalement, et des démarches qui sont tout à fait adaptables à vos populations. Et il est possible, à travers l'activité physique, également d'apporter des innovations dans les prises en charge qui vont bien au-delà de l'activité physique et qui peuvent créer du lien intergénérationnel et bien d'autres bénéfices encore qui relèvent des valeurs du sport. Je vous remercie de votre attention et je n'ai pas regardé l'heure. J'espère qu'on a encore quelques minutes pour des échanges. C'était parfait. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Bravo. Merci beaucoup. Donc, effectivement, s'il y a des interventions, des questions dans la salle, donc nous allons vous donner un micro. Moi, j'ai juste une petite question avant qu'on laisse le micro dans la salle. Quand vous parlez de gestion de la fatigue, parce que je pense que ça va en intéresser certains, puisque ce soir, il y a une soirée de gala. Je me demandais quelle stratégie adopter pour demain. De débuter le congrès à 10h. Très bonne stratégie. Merci beaucoup. Alors, monsieur. Excusez-moi, il faut que je me lève pour la question. Bonjour, Jean Souchet, directeur d'EHPAD. Petite question, j'ai bien compris que donc, la fatigue nuisait à la performance sportive, mais l'activité sexuelle nuit-elle? Savoir si j'arrête le sport ou pas. Alors, c'est tout un débat. Il y a beaucoup de croyances, de représentations. Maintenant, de la même façon que mon collègue vous disait que la psychologie ne pouvait pas répondre à toutes les questions, je n'ai pas d'éléments scientifiques à vous communiquer. Néanmoins, il suffit de regarder dans la littérature sportive pour trouver des exemples qui montrent qu'a priori, ça n'est pas un problème. Ça devient un problème si on est persuadé que c'en est un, uniquement. Il faut aller sur le terrain. Monsieur. Bonjour, je suis Vincent Roncan, consultant formateur et ancien directeur d'EHPAD. Alors, je trouve très intéressant le comparatif entre l'entraînement des sportifs et ce que l'on peut proposer aux personnes âgées. Il y a cependant un aspect que vous n'avez pas abordé, ou très très peu, c'est l'aspect motivationnel et psychique. Vous avez abordé un petit peu à la fin le cognitif, mais pas trop cet aspect-là, qui me semble aussi très important. Tout à fait. Alors, je n'aurai pas énormément d'éléments à vous donner dessus parce que je ne suis pas un spécialiste de la motivation. Néanmoins, avant d'être à Poitiers, j'étais professeur à l'Université de Montréal. Je travaillais à l'Institut de cardiologie, à l'Institut de gériatrie. Et on a été les tout premiers à mettre en place ce qui maintenant est de plus en plus utilisé, mais c'était il y a quasiment 20 ans. Ce sont les exercices intermittents à haute intensité. Donc, on avait des personnes qui souffraient d'insuffisance cardiaque, de maladies coronariennes ischémiques, etc., à qui on faisait faire les mêmes modalités d'exercice que les athlètes de haut niveau. Donc, ils faisaient du 15 secondes d'effort à 100%, séparé par 15 secondes de récupération pendant lesquelles ils ne faisaient rien, etc. Et donc, on a pu montrer que non seulement c'était très bien toléré par le myocarde, déjà, c'était le plus important, c'était plus efficace que les exercices à basse intensité et continue. Et il y a un certain nombre de travaux qui ont été publiés qui s'intéressaient justement à la sphère motivationnelle. Et chez les patients, eh bien, ils trouvent ça plus difficile, certes, mais ils éprouvent beaucoup plus de plaisir, parce que des fois, il peut y avoir une dissociation entre les deux. On pourrait trouver ça difficile, mais éprouver un grand plaisir. Donc, ils éprouvent beaucoup plus de plaisir. Pourquoi ? Parce que sur ces modalités d'exercice, tant qu'elles restent courtes, 15 secondes, 30 secondes, mais paradoxalement, on est moins essoufflé que quand on fait un 30 minutes de vélo, parce que c'est un effort qui est court, avec une récupération pendant laquelle on ne fait rien. Et pour les personnes âgées ou les personnes qui souffrent de maladies chroniques, l'essoufflement, c'est très anxiogène. Donc, un grand nombre de travaux convergent à l'effet que ce sont des modalités d'exercice qui peuvent être très motivantes. Maintenant, pour revenir quand même au cœur de la question, parce que là, c'est plus anecdotique, eh bien, je dirais que c'est la clé, comme pour les athlètes.
La clé, c'est de toujours maintenir les athlètes focalisés sur leur projet et les personnes âgées en mouvement, quel que soit le type de mouvement. L'important, c'est de bouger. Ce qui est risqué, c'est de ne rien faire. Ce n'est pas éventuellement d'utiliser des modalités d'exercice qui ne sont pas optimales. Et donc, pour bouger, eh bien, on a une palette qui est très très large d'activités qui peuvent utiliser ou non du numérique, on l'a vu, qui peuvent utiliser des exercices seuls, individuels, etc. Et la clé, encore une fois, alors j'enfonce certainement une porte ouverte, mais c'est l'individualisation, c'est-à-dire d'avoir un environnement qui permet de tout faire, pour répondre justement à ces différents types de motivation. Et un environnement qui permet de tout faire, ce n'est pas forcément un environnement compliqué à organiser, ni un environnement qui va nécessiter beaucoup de budget pour de l'équipement. D'accord ? C'est plus une réflexion entre les accompagnants, les personnels soignants ou les personnels autres que soignants, pour justement s'organiser, avoir une offre la plus large possible et avoir les outils pour percevoir ces différences de motivation et puis construire avec les résidents des propositions qui leur conviennent. Donc c'est l'élément central de toute façon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour, je suis Gaël, je suis enseignant en activité physique adaptée en Mayenne. Et j'avais une question sur... alors c'était très intéressant, très facile à comprendre. J'avais une question surtout sur le protocole que vous avez mené avec les nageurs, sur les modalités, enfin je me posais la question sur les modalités de l'évaluation du sommeil chez les athlètes. Comment vous avez évalué ça? Est-ce que c'était subjectif avec un questionnaire ou est-ce que vraiment toutes les nuits ils passaient avec un capteur, avec quelque chose? Ouais. Alors la méthode de référence, vous connaissez peut-être, ça s'appelle la polysomnographie. Donc en résumé, on est branché de partout. C'est un dispositif qui évalue de façon très précise votre profil de sommeil, mais qui, quelque part, vous empêche de dormir. Donc, c'est pas ce que l'on a utilisé, puis surtout, ça coûte très cher. Donc, nous, on en a un, là où alors qu'il y avait beaucoup d'athlètes à suivre. À partir de là, vous avez parlé des questionnaires. C'est une des méthodes de mesure que l'on a utilisées. Différents questionnaires qui prennent peu de temps à remplir, parce que les athlètes ont multiples sollicitations et ils détestent, enfin, la plupart n'aiment pas ce type de questionnaire. Donc, ils sont très courts à remplir, mais ils apportent beaucoup d'informations. Et puis, effectivement, on peut avoir des objets connectés. On a utilisé à un moment des bandeaux connectés, qui n'étaient pas très bien tolérés non plus. Maintenant, on a utilisé des accéléromètres. Maintenant, l'équipe de France a un contrat avec un partenaire. Ce sont des bagues connectées avec différents capteurs. Et on combine les deux. Les deux sont importants, puisque les bagues, même si ça fait high-tech, et quand on est geek, voilà, ça peut être intéressant, mais il y a quand même une erreur de mesure qui est assez importante pour certaines variables, quand on compare à la polysomnographie. Donc combiner les deux, c'est très simple. Et nous, très concrètement, en début d'année, quand ils reprennent l'entraînement, il y a une période de 10 jours pendant laquelle on essaye d'avoir 7 ou 8 nuits, et puis ils ont les questionnaires, et ensuite on les laisse tranquilles. Et c'est uniquement à certaines périodes, soit avant les périodes où ils vont avoir de grosses charges d'entraînement, pour s'assurer qu'ils ont un bon sommeil avant, puisque ça va être la clé pour bien s'adapter, et avant les grandes compétitions. Donc championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Et là, on ne fait pas 10 jours, on fait juste 3 jours. Et c'est la différence entre les deux qui nous permet de déterminer le code couleur, selon des méthodes qui sont assez simples. Et je veux dire, elles sont tout à fait assimilables par un enseignant APA qui peut le faire au sein de sa structure, sans problème. Sans problème. Donc c'est très accessible comme outil. Merci beaucoup. Alors je vois qu'il y a une question tout au fond. Alors, faut que je me lève et que je parle fort. Bonjour François, directeur d'EHPAD dans le Maine-et-Loire. Je vous remercie pour votre intervention. C'était très très intéressant. On voit le sport comme une visée plutôt à préventive ou dans un but. Vous avez parlé de la performance. Est-ce qu'on a des indicateurs, parce que même si on peut se prémunir de risques cardiovasculaires, cardiaques ou incidents autres, je pense qu'il y a aussi une dimension dans la récupération
Parce que même si on prévient de tous ces risques, à un moment, on peut avoir un incident cardiaque, vasculaire. Et dans la récupération post-traumatique, le fait d'avoir des bases de sport, enfin, d'avoir une activité physique, on a aussi une bonne récupération. Et je pense que pour prévenir aussi demain, c'est un argument qui peut être mis en place. Est-ce qu'il y a des indicateurs, enfin, ou des mesures sur ces sujets? Je pense qu'il y en a, de toute façon, mais c'est une dimension qui peut aussi être mise en avant. Puis je voudrais juste faire une petite allusion à mon collègue Jérôme tout à l'heure. Effectivement, l'Université du Canada te propose des exercices à haute intensité pendant 15 secondes, et du coup, je pense que tu pourras largement contribuer à ton activité physique. Alors, merci pour la question. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'études qui convergent vers le fait qu'on parle de réadaptation et de plus en plus, on parle aussi de préadaptation. Et effectivement, mais là, c'est plus vraiment l'activité physique, ça va être la condition physique. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bouger, ça va permettre de dépenser un peu d'énergie. Quand on a un niveau très bas, ça nous permet de progresser, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre, si vous ne faites que de bouger, d'augmenter la masse musculaire, d'augmenter la force, d'augmenter la masse maigre, etc. Là, il faut vraiment faire de l'exercice, et à travers l'exercice, on entend finalement des séances programmées à des intensités données qui vont cibler justement les adaptations. Donc là, maintenant, ça devient une des clés. Je vous parlais du projet que l'on est en train de mettre en place en oncogériatrie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de travaux qui montrent que la capacité des patients à répondre à un traitement en chimio ou en radio, par exemple, dépend en grande partie de leur masse maigre avant et de leur niveau de condition physique avant. Donc, eh bien, il y a des cycles d'éducation qui existent déjà et qui sont bien faits, mais qui finalement donnent les recommandations, mais ne font pas. Or, on imagine bien que pour une personne qui vient d'avoir le diagnostic et tout, se prendre en charge elle-même, c'est très compliqué quand même, on imagine. Donc là, nous, l'objectif, c'est de mettre en place ce type de cycle où on intervient, où l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la masse maigre, donc d'augmenter la masse musculaire, hein, quelque part, d'augmenter l'aptitude cardio-respiratoire avant le traitement, pour mieux répondre à ce traitement. Et là, vous voyez juste derrière, à 5 minutes à pied, 10 minutes à pied, on a une plateforme de recherche interventionnelle en santé des populations qui s'appelle le QG, Habitudes de vie sport santé. On a un gymnase connecté, une cuisine pédagogique avec 6 postes de travail, une salle de fitness qui ressemble plus à un appartement pour les personnes éloignées de la pratique, pour les motiver, des espaces modulaires. Et l'objectif, c'est justement de mettre en place ce type d'intervention. Pour des personnes âgées qui souffrent d'un cancer, l'idée, c'est avant le traitement, qu'elles viennent sur un cycle de durée variable pour améliorer leurs conditions physiques, et c'est une structure qui cible d'autres populations. Là, en ce moment, il y a une classe de CM1, par exemple, qui est là pour parler, puisque la prévention, c'est toutes les étapes de la vie, pour parler de l'importance des habitudes de vie sur le mieux grandir, et le mieux grandir ensemble, par exemple. Mais en tous les cas, c'est un aspect central, et je pense que de plus en plus, ça va se développer, cette pré-adaptation, donc préparer à des traitements qui parfois peuvent être assez corrosifs. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Oui, monsieur. Benoît Lubin, directeur d'EHPAD. J'avais une question sur, on parle des vertus du sport, moi j'en suis convaincu, mais à un haut niveau, ça peut aussi engendrer probablement une usure prématurée et avoir des effets pervers et relativement nocifs avec, effectivement, on sollicite trop le corps et probablement des conséquences derrière qui peuvent être une usure prématurée du corps. Est-ce que ça peut se vérifier ou pas? Alors, si on réfléchit au risque, il y a le risque de mortalité prématurée et puis éventuellement le risque de traumatologie. Et puis finalement, quand on vieillit, de perte d'autonomie à cause de la douleur au niveau de certaines articulations. En ce qui concerne la mortalité prématurée, eh bien, en fait, une grande cohorte a été réalisée chez les cyclistes, où on pourrait se dire, éventuellement, vu qu'il y a l'usage par certains de produits dopants, pourrait avoir comme conséquence, justement,
hein, d'augmenter la probabilité de mortalité prématurée. En fait, c'est tout l'inverse. L'espérance de vie des cyclistes, des anciens cyclistes professionnels, elle est supérieure de 6 à 7 ans par rapport aux personnes qui n'ont pas fait de sport de haut niveau. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui fait que vous voyez, cette croyance que l'on peut avoir, ou cette représentation que l'on peut avoir, elle repose sur des éléments quand même tangibles, hein. On peut se poser la question, mais les faits nous montrent que ce n'est pas le cas, c'est même le contraire. On augmente l'espérance de vie. Après, augmenter l'espérance de vie, c'est une chose, mais maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est là où tous les aspects traumatologiques peuvent entrer en ligne de compte. Et là, oui, c'est un risque, évidemment. Ça dépend des sports, bien sûr. Donc, si on pense à la course à pied ou aux épreuves de trail, ultra-trail, certes, chez certains athlètes, ils peuvent développer à un moment de l'arthrose au niveau de certaines articulations. Est-ce que c'est plus que la population normale ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vérifié. Certainement que ça a déjà été étudié. Et puis, on a d'autres sports, oui, qui ont beaucoup plus de contact. Donc là, quand on pense aux joueurs de rugby, qui sont des athlètes hors normes, eh bien, oui, on peut imaginer peut-être qu'effectivement, ils vont avoir certaines complications. Maintenant, est-ce que ces complications potentielles, parce qu'ils bénéficient également d'un suivi qui n'est pas le suivi de monsieur, madame, tout le monde, comment se situent ces complications potentielles par rapport à celles de personnes qui ne font rien? Faut voir où on place le curseur. Donc, comme n'importe quel traitement, il n'y a aucun traitement à base de médicaments qui est neutre. Il y a toujours un bénéfice, un risque. L'activité physique, dans ces cas-là, c'est aussi un traitement, une visée thérapeutique. Il y a des bénéfices, des risques, mais il faut qu'on fasse attention dans notre discours. Les bénéfices dépassent quand même très, très largement les risques. Et après, là, on parle d'une population très spécifique, les athlètes de haut à très haut niveau, où là, on voit que l'espérance de vie, elle est plus longue. La qualité de vie, après, sur la dernière partie de la vie, il y a effectivement, certains sont prédisposés à des difficultés. Mais voilà, malgré tout, il faut qu'on ait un discours qui est très positif sur l'activité physique.